La main d'un policier s'est posée fermement sur mon épaule, m'immobilisant. « Vous ne devriez pas regarder, madame. » Je fixais la maison de ma sœur. La porte d'entrée était grande ouverte. Des pleurs s'échappaient de l'intérieur. Les pleurs de ma fille. Pourquoi? Ma voix ne semblait pas être la mienne. Qu'est-il arrivé à ma fille? Le visage de l'officier me disait tout. Tout ce que je devais savoir mais que je refusais d'entendre. Si nous étions 3 semaines plus tôt, rien de tout cela ne serait arrivé. Ce jour-là, je me préparais à partir à Montréal pour un programme d'échange pédagogique. Après 5 ans de carrière en tant que professeur de musique au Conservatoire de Lyon, c'était ma première grande opportunité, un stage intensif de 3 semaines. Mais il y avait un problème. Qui allait garder Léa, ma fille de 5 ans? J'avais parlé à mon ex-mari, Julien, mais il était en déplacement professionnel à l'étranger pour la même période. Nous étions divorcés, mais nous coopérions toujours pour Léa. Cette fois, cependant, nous étions coincés. C'est alors que ma sœur, Élodie, s'est proposée. Je vais prendre Léa. J'adorerais passer du temps avec elle. Je n'avais pas beaucoup vu Élodie ces derniers temps, mais elle était gentille et avait toujours compté sur moi. Chaque fois qu'elle avait des soucis, elle m'appelait. Je pensais avoir fait de mon mieux pour l'aider. Vraiment? Ce serait un tel soulagement, avais-je répondu. Élodie avait souri. Léa est adorable. J'ai hâte. Il n'y avait qu'une seule chose qui me dérangeait. Le petit ami d'Élodie, Cédric, m'avait un peu effrayé quand je l'avais rencontré. Il était froid, avec un regard fuyant. Mais Élodie m'avait assuré, Cédric est doux. Il dit qu'il aime bien Léa. J'avais cru ses paroles. Je voulais les croire. Il y a 2 semaines, j'ai passé un appel vidéo depuis le Canada. Léa, comment vas-tu? Seule Élodie est apparue à l'écran. Ma sœur avait l'air fatiguée. Elle dort. Je ne veux pas la réveiller. Pourquoi Élodie était-elle si épuisée? Mais je n'y ai pas réfléchi plus que ça. Il y a 10 jours, j'ai rappelé. J'aimerais parler à Léa. Elle joue dehors au parc en ce moment. Je te ferai rappeler plus tard. Mais l'appel n'est jamais venu. Il y a 1 semaine, j'ai envoyé un SMS. Je peux faire une visio avec Léa? Élodie a répondu, elle est au parc avec Cédric. Je lui dirai de t'appeler. Encore une fois, aucun appel. L'angoisse a commencé à grandir dans ma poitrine, mais je me disais qu'ils étaient probablement juste occupés. Élodie était ma sœur. Elle ne ferait jamais de mal à ma fille. Il y a 3 jours, j'ai enfin pu parler à Léa. Maman. La voix de ma fille était toute petite. Elle manquait de son énergie habituelle. Ça va, ma chérie? Tu t'amuses? Oui. C'était tout. Léa était d'habitude beaucoup plus bavarde. Quelque chose clochait. Léa, est-ce que quelque CH? Désolée, c'est l'heure du dîner, a coupé Élodie en raccrochant immédiatement. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Quelque chose n'allait pas. Mais quoi? Aujourd'hui, le programme de 3 semaines s'est terminé. J'ai appelé Élodie depuis l'aéroport Saint-Exupéry. Pas de réponse. J'ai envoyé un SMS. Non lu. L'angoisse s'est transformée en peur panique. J'ai sauté dans un taxi et j'ai foncé directement chez Élodie, en banlieue lyonnaise. En arrivant, j'ai eu le souffle coupé. J'ai frappé à la porte d'entrée. Aucune réponse. J'ai frappé plus fort. Rien. J'ai sorti le double des clés qu'Élodie m'avait données, mais il ne rentrait pas dans la serrure. Le barillet avait été changé. Pourquoi? Pourquoi Élodie avait-elle changé la serrure? J'ai regardé par la fenêtre. Le salon était un champ de bataille. Il y avait des trous dans le placo. Des meubles étaient renversés. Mon cœur battait à tout rompre. Les mains tremblantes, j'ai sorti mon téléphone et composé le 17. Je ne peux pas entrer chez ma sœur. Je suis inquiète pour ma fille. 10 minutes plus tard, une voiture de patrouille est arrivée. La lieutenante Sarah Moreau en est sortie. C'était une femme dans la quarantaine à l'allure calme.
Madame Sophie Martin? Que se passe-t-il? J'ai tout expliqué. Que j'avais laissé ma fille pour 3 semaines, que je n'arrivais pas à les joindre, que la serrure avait été changée. Sarah a frappé à la porte. Police. Pas de réponse. Elle a obtenu l'autorisation par radio et a enfoncé la porte. Maintenant, je me tenais dans l'entrée de la maison de ma sœur. La main du policier était sur mon épaule. Madame, vous ne devriez pas regarder, mais je pouvais entendre ma fille pleurer. Léa pleurait. J'ai repoussé l'officier et je suis entrée. La maison était pire que ce que j'avais imaginé. Les murs du salon portaient plusieurs impacts de poing. Le canapé était éventré, la mousse s'en échappait. La table basse était renversée, des pieds de chaise brisés. On aurait dit qu'une tempête était passée par là. Dans la cuisine, de la vaisselle gisait éparpillée sur le carrelage. Des éclats d'assiettes reflétaient la lumière. De la vaisselle sale s'empilait dans l'évier. Et sur la porte du réfrigérateur, quelque chose de brunâtre avait éclaboussé. Il m'a fallu quelques secondes pour réaliser que c'était du sang séché. Madame Martin, attendez ici s'il vous plaît. J'entendais la voix de la lieutenante Sarah, mais elle ne m'atteignait pas. Je pouvais entendre ma fille pleurer. J'ai couru vers le fond du couloir. Attendez. La voix de Sarah résonnait derrière moi. Une porte de chambre était entr'ouverte. De petits sanglots venaient de l'intérieur. Alors que j'allais ouvrir, un jeune policier m'a saisi le bras. Madame, ne regardez pas. Pourquoi? J'ai levé les yeux vers lui. Qu'est-il arrivé à ma fille? Le policier ne trouvait pas ses mots. Le regard de pitié sur son visage me disait tout. J'ai secoué sa main et ouvert la porte. Dans le coin de la pièce, une petite ombre était recroquevillée. C'était Léa. Ma fille était assise, le dos pressé contre le mur. Sa robe rose était tachée de boue, déchirée par endroits. Ses cheveux étaient emmêlés comme s'ils n'avaient pas été lavés depuis des jours. Mais ce qui m'a déchiré le cœur, c'était son visage. Un énorme hématome couvrait sa joue gauche. Sa lèvre était fendue. Le contour de son œil droit était enflé et violet foncé. Sur son bras, 5 marques rondes, comme si des doigts l'avaient agrippé violemment. Léa. Ma voix tremblait. Ma fille a sursauté. Elle m'a regardé avec des yeux terrorisés. Elle ne semblait pas me reconnaître. Léa, c'est maman. Je me suis avancée vers elle doucement, comme on approche un animal blessé. Ma fille s'est mise en boule. C'est bon. Tu es en sécurité maintenant. Quand j'ai tendu la main, Léa a protégé son visage comme si elle s'attendait à être frappée. Ce petit geste a brisé mon cœur en 1000 morceaux. Ma fille avait peur de moi. Quelqu'un lui avait appris à craindre les adultes. Léa, c'est maman. N'aie pas peur. C'est fini. Je me suis agenouillée à sa hauteur, l'appelant encore et encore, doucement, patiemment. Lentement, ses yeux ont fait la mise au point. Elle m'a reconnue. Maman. Au moment où j'ai entendu cette petite voix, mes larmes ont débordé. Oui, c'est maman. Je suis venue te chercher. Le visage de Léa s'est chiffonné et elle a éclaté en sanglots. Je l'ai serrée contre moi. Son corps était si léger. Elle avait perdu du poids en seulement 3 semaines. Léa s'accrochait à mon cou et pleurait « Maman, maman, maman » en boucle, comme si ce mot était le seul fil la rattachant à la réalité. Je lui caressais le dos en lui murmurant qu'elle allait bien. Du couloir, la voix d'un autre policier a retenti. Il y a une autre victime ici. J'ai levé les yeux. La lieutenante Sarah sortait de la chambre voisine et derrière elle, Élodie est apparue. Ma sœur était aussi couverte de blessures. De gros bleus marquaient son visage. Sa joue droite était enflée. Sa lèvre était coupée. Son bras gauche était enveloppé de bandages, du sang suintant à travers le tissu. Élodie pleurait. Et quand elle m'a vue, ses sanglots ont redoublé. Elle a titubé vers moi. Je suis désolée. Je suis désolée. Je me suis levée, tenant toujours Léa dans mes bras. Élodie s'est approchée, les yeux rouges. Je suis désolée. Je n'ai rien pu faire. Élodie, que s'est-il passé?
Ma voix était calme, mais à l'intérieur, c'était le chaos. Colère, confusion et pitié pour ma sœur. Cédric, a dit Élodie d'une voix tremblante. Elle ne pouvait pas continuer. Elle s'est effondrée en pleurant. La lieutenante Sarah l'a soutenue. J'ai appelé le SAMU, a dit Sarah. Elles doivent toutes les deux aller à l'hôpital. 15 minutes plus tard, nous étions dans l'ambulance. Léa était assise sur mes genoux, tremblant légèrement. Élodie était allongée sur un brancard. Ma sœur me regardait de temps en temps, la culpabilité et la peur mêlées dans ses yeux. À l'hôpital femme-mère-enfant, Léa a été emmenée directement en pédiatrie. Le docteur Bernard l'a examinée. C'était une femme dans la cinquantaine aux yeux doux, mais à mesure qu'elle examinait le corps de Léa, son expression devenait de plus en plus grave. Après l'examen, le docteur Bernard m'a appelé dans le couloir. « Madame Martin, dit-elle doucement. C'est de la maltraitance avérée. » Je me suis appuyée contre le mur. Je le savais déjà, mais l'entendre à voix haute a fait s'abattre sur moi tout le poids de la réalité. Il y a de multiples contusions, a-t-elle continué. Sur le visage, les bras, le dos. Elle a fait une pause. Il y a aussi des signes d'une fracture ancienne. L'os de son avant-bras gauche a été fêlé il y a environ une semaine et a commencé à se ressouder naturellement. Il y a une semaine ? Ma voix tremblait. Il y a une semaine, j'avais parlé à Léa au téléphone, par SMS interposé. Son bras était brisé à ce moment-là, et elle n'avait rien dit. Non, elle ne pouvait rien dire. Qui ? Je me suis mordu la lèvre. Qui ferait ça ? Le docteur Bernard n'a pas répondu. Elle a posé une main sur mon épaule. Votre fille est très forte, mais elle aura besoin de temps et d'un suivi psychologique. J'ai hoché la tête. Quand je suis retournée dans la chambre, Léa dormait sous sédatif. Son petit visage était couvert de pansements. Je me suis assise près d'elle et j'ai pris sa main. Une si petite main. Du couloir, j'ai entendu la voix d'Élodie. Elle parlait à la lieutenante Sarah. Je me suis levée et j'ai regardé par l'entrebâillement de la porte. Cédric, disait Élodie en pleurant. Il est devenu violent ces derniers temps. Depuis quand ? A demandé Sarah. Environ 2 semaines. Il était stressé par son travail. Au début, il s'en prenait aux objets, frappait les murs. Il vous a frappé aussi ? Élodie a hoché la tête. Oui. Je ne pouvais pas m'enfuir. J'avais peur. A-t-il fait mal à Léa aussi ? La voix d'Élodie s'est brisée. Léa aussi. Il a commencé à la frapper. J'ai essayé de l'arrêter. Élodie a caché son visage. Cédric m'a frappé. Et il a dit que si je parlais à quelqu'un, il ferait pire. J'ai serré les poings. Cédric, cet homme au regard froid. La lieutenante Sarah prenait des notes calmement. Cédric Dubois, c'est bien ça ? Savez-vous où il est ? Je ne sais pas, a dit Élodie. Hier soir, il a encore pété les plombs, puis il est parti. Il n'est pas revenu. Compris, a dit Sarah. Nous lançons un avis de recherche immédiat. Je suis retournée vers Léa. Cédric. Ce nom me brûlait de l'intérieur. Mais en même temps, un petit doute prenait racine. Quelque chose ne collait pas tout à fait, bien que je ne sache pas encore quoi. 2 jours plus tard, Cédric a été arrêté. La lieutenante Sarah m'a appelé à 8 heures du matin. J'avais passé la nuit au chevet de Léa. Ma fille faisait des cauchemars. Nous avons interpellé Cédric, a dit Sarah. Il se cachait chez un ami. Je vois. J'ai regardé par la fenêtre. Attraper Cédric n'effacerait pas les blessures de Léa. Il n'y les fait, a continué Sarah. Mais nous avons suffisamment de preuves. Le témoignage de votre sœur, le rapport médical. J'ai hoché la tête, muette. Après l'arrestation, je suis allée voir Élodie dans sa chambre d'hôpital. Les bleus sur son visage commençaient à jaunir. En me voyant, elle a commencé à pleurer. Je suis tellement désolée. Je me suis assise près d'elle. Élodie, tu étais une victime aussi. Elle a hoché la tête. J'avais peur. Il a soudainement changé.
J'ai pris ma sœur dans mes bras. Je pleurais aussi, mais mes larmes étaient différentes. Je pleurais de colère, et parce que quelque chose me tracassait, quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. Le 3e jour, j'ai rencontré le docteur Bernard dans la salle d'examen. Nous regardions le dossier médical de Léa. Docteur, ai-je dit, pouvez-vous me montrer les blessures en détail? Le docteur Bernard a ajusté ses lunettes. Quelque chose vous préoccupe? Oui. J'ai pris une grande inspiration. J'ai travaillé pour l'aide sociale à l'enfance, ASE, pendant 5 ans comme assistante sociale avant de devenir prof de musique. Ses yeux se sont écarquillés. Je l'ignorais. J'ai vu des centaines de cas de maltraitance. Je sais quand quelque chose cloche. Nous avons étalé les photos sur le bureau. Cette blessure, ai-je dit en pointant un bleu sur le bras de Léa. C'est la main d'un homme adulte. Oui, a confirmé le médecin. Mais celle-ci, ai-je dit en montrant une contusion dans le dos. C'est différent. C'est un point, mais la taille du point est. J'ai plissé les yeux. Petite pour un homme. Le docteur Bernard a réexaminé les clichés, puis a lentement hoché la tête. Vous avez raison. Cela pourrait être le point d'une femme. Mon cœur s'est emballé. Docteur, les blessures de Léa ont-elles été causées par 2 personnes différentes? C'est très probable. Certaines correspondent à un homme, d'autres à une femme. Je me suis levée. Une femme? Élodie? Non, impossible. Ma sœur était une victime. Docteur, pourrais-je voir le dossier de ma sœur aussi? Le docteur Bernard m'a regardé avec prudence. Que soupçonnez-vous, Madame Martin? Je ne sais pas encore, mais je dois vérifier. En examinant le dossier d'Élodie, le soupçon s'est transformé en certitude. Les bleus sur son visage avaient des angles non naturels. L'hématome sur sa joue droite avait été causé par une main droite, or on m'avait dit que Cédric était droitier. Quand un droitier frappe, il touche généralement la joue gauche. Et les plaies sur le bras d'Élodie sous les bandages étaient peu profondes et parallèles. Ce sont. J'ai inspiré doucement. Des blessures auto-infligées. Le docteur Bernard n'a rien dit, mais son silence confirmait tout. Je suis sortie et j'ai marché dans le couloir. Dans mon esprit, toutes les pièces du puzzle s'assemblaient. Les appels manqués, la serrure changée, les blessures de ma sœur. Mais pourquoi? J'ai appelé la lieutenante Sarah. Lieutenant, j'ai une requête. Je veux fouiller la maison de ma sœur. Pourquoi? Cédric est en garde à vue. C'est une intuition. J'ai travaillé à l'ASE. Quelque chose ne va pas. Sarah a gardé le silence un instant. D'accord. Je vous fais confiance. Le lendemain, je suis retournée chez Élodie avec Sarah. L'endroit était toujours en désordre. Mais cette fois, je regardais avec mes yeux d'ancienne assistante sociale. Les abuseurs laissent toujours des traces. J'ai commencé par le salon, rien. La cuisine, rien. Puis je suis entrée dans la chambre d'Élodie. Le lit était fait. Des photos de famille au mur. Élodie et moi avec notre mère. J'ai cherché méthodiquement. Placard, tiroir, sous le lit. Dans la poussière, j'ai vu un carnet fin. Je l'ai tiré. C'était un journal intime. Mes mains tremblaient. Je l'ai trouvé, ai-je dit à Sarah. J'ai ouvert le journal. Première page, il y a 15 ans. Maman a choisi Sophie parce qu'elle est plus intelligente, plus prometteuse. Et moi? Je reste avec papa. Papa ne voulait pas de moi. J'ai tourné la page. Il y a 10 ans, papa est mort. Sophie est venue à l'enterrement et est repartie tout de suite. La dette était de 30 000 euros. J'ai tout payé seule. J'ai tourné encore. Il y a 5 ans. Sophie a eu un bébé. Léa. Maman est si heureuse. Mais quand je viens, maman demande, Élodie, quand est-ce que tu te maries? Toujours à me comparer. Il y a 2 ans. Testament de maman. Sophie reçoit 150 000 euros. Moi 50 000. La raison? Les études de Léa.
Même morte, elle donne plus à la fille de Sophie. Puis il y a 3 mois. Sophie veut me laisser Léa pour 3 semaines. C'est ma chance. Je vais détruire sa vie parfaite. Si je brise Léa, Sophie se brisera aussi. J'ai failli lâcher le journal. Madame Martin? La voix de Sarah semblait lointaine. Je lui ai tendu le carnet. Nous avons continué. Derrière un panneau de tiroir, j'ai trouvé un autre téléphone portable. Je l'ai allumé. Des messages avec Cédric. Un message d'il y a 2 semaines, elle pleure encore. Je ne le supporte pas. Cédric répondait, ignore-la. Je ne peux pas. Sa voix me rappelle ma sœur. La parfaite Sophie et sa fille parfaite. Cédric a répondu, alors gère-le. Je m'en fous. Je vais le faire. J'ai serré le téléphone. Tout était un mensonge. Les larmes d'Élodie, sa peur, tout était une comédie. Ma sœur avait délibérément et systématiquement torturé ma fille. Quand je suis retournée à l'hôpital avec les preuves, ce n'était plus de la tristesse, c'était une détermination glaciale. Le même sentiment que j'avais face aux parents maltraitants à l'ASE. Mais cette fois, c'était ma sœur. La lieutenante Sarah a enregistré le journal et le téléphone comme pièce à conviction. Voulez-vous la confronter? J'ai hoché la tête. Enregistré depuis la pièce d'à côté. Je me suis tenue devant la porte d'Élodie. J'ai pris une grande inspiration et je suis entrée. Élodie regardait par la fenêtre. Elle s'est tournée et a souri. Tu es venue. Ce sourire m'a fait mal. J'y avais cru pendant tant d'années. Élodie, il faut qu'on parle. Je me suis assise. Et Léa? Les larmes lui sont montées aux yeux instantanément. Je suis si désolée. J'avais peur. Arrête de mentir. Élodie s'est figée. Quoi? Je suis une ancienne de l'ASE, ai-je dit calmement. J'ai vu des centaines d'abuseurs. Tes blessures, tu te les as faites toi-même. Le bleu sur ta joue droite a été fait par ta main droite. Cédric est droitier. De quoi tu parles, a-t-elle chuchoté. Tes plaies au bras sont superficielles et parallèles. Typique de l'automutilation. J'ai sorti le journal. Les yeux d'Élodie se sont écarquillés. Et ça? J'ai lu les passages. Ton journal caché sous le lit. Ce n'est pas à moi, a-t-elle bégayé. L'analyse graphologique le confirmera. Et j'ai trouvé les messages avec Cédric. J'ai lu les SMS à voix haute. Le visage d'Élodie est devenu livide. J'ai tout découvert. Élodie ne disait rien. Elle me fixait. Pourquoi, ai-je demandé doucement. Pourquoi faire du mal à Léa? Un silence lourd a envahi la pièce. Puis Élodie a ri. Un son froid et sec. Pourquoi? Tu demandes sérieusement? Les larmes avaient disparu, remplacées par la haine pure. Tu n'as jamais rien compris? Elle s'est levée. Il y a 15 ans. Maman t'a choisi. Sophie est excellente. Et Élodie? On la laisse avec papa l'alcoolique. J'étais le reste. Sa voix est montée. Puis papa est mort. Tu es venu à l'enterrement en coup de vent. J'ai géré les dettes seule. Élodie, je ne savais pas. J'ai demandé, a-t-elle crié. Tu n'écoutais pas. Tu étais toujours occupée. Et puis l'héritage. Tout pour Léa. Toujours Léa. Je me suis levée. Ça ne justifie pas de torturer une enfant. Innocente? Élodie a ri. Léa est le symbole de ta vie parfaite. Si je la cassais, je te cassais toi. C'était la justice. Je l'ai regardée et j'ai réalisé que je ne reconnaissais plus ma sœur. Tu es folle. Non, je voulais l'égalité. J'ai essuyé mes larmes. Élodie, tu as fait des choix chaque jour pendant 15 ans. Tu as choisi la haine. Je ne te pardonnerai pas Léa non plus. La famille, ce n'est pas le sang. C'est un choix. Et tu as choisi la haine. La porte s'est ouverte. La lieutenante Sarah est entrée avec des officiers. Élodie Martin,
vous êtes en état d'arrestation. Alors qu'il l'emmenait, Élodie m'a regardé une dernière fois. Avons-nous vraiment été sœurs un jour? Je le pensais, ai-je dit. Mais tu as jeté ça il y a 15 ans. Je suis retournée dans la chambre de Léa. Elle a souri en me voyant. La porte s'est refermée derrière Élodie. Je suis restée là un long moment. Dehors, le soleil brillait. Le monde continuait de tourner. Mais mon monde avait été complètement redessiné. Je suis retournée voir Léa. Elle feuilletait un livre d'images. Maman. Je l'ai serrée fort, faisant attention à ses blessures. 1 an a passé. Élodie a été condamnée à 12 ans de prison. Le journal et les messages ont été des preuves décisives. Au tribunal, ma sœur a maintenu jusqu'au bout qu'elle était la victime. Le juge a répondu, « Vous avez été rongé par la jalousie, mais vous avez détruit une enfant. » C'est inacceptable. Cédric a aussi été reconnu coupable de complicité et de non-assistance à personne en danger, même s'il ignorait le plan global d'Élodie. Sa peine fut de 7 ans. Je n'ai jamais rendu visite à Élodie. Je n'ai jamais répondu à ses lettres. Léa a suivi une thérapie intensive. Pendant les 3 premiers mois, elle se réveillait en hurlant la nuit. Chaque fois, je la berçais. Doucement, son sourire est revenu. 6 mois plus tard, elle a repris l'école maternelle. Aujourd'hui, c'était le 6e anniversaire de Léa. Notre maison à Lyon était remplie de décorations. Léa jouait avec ses amis tandis que Julien, son père, apportait le gâteau. Ma relation avec mon ex-mari avait changé. Nous n'étions pas remariés, mais nous formions un front uni pour Léa. La lieutenante Sarah était là. Le docteur Bernard était là. Le pédopsychiatre de Léa aussi. C'est un jour spécial, ai-je dit. Pas seulement pour l'anniversaire de Léa, mais pour remercier ceux qui l'ont protégée. Léa a applaudi. Merci maman, papa, Sarah, tout le monde. Les larmes me sont montées aux yeux. Ce soir-là, en bordant ma fille, elle m'a dit, « Maman, je me suis amusée. » Mais, est-ce que tante Élodie va revenir? J'ai caressé ses cheveux. Non. Jamais. Léa a hoché la tête. Tant mieux. J'avais peur. Tu es en sécurité, ai-je murmuré. Elle m'a regardé. Maman, je n'arrive pas à pardonner à tante Élodie. C'est mal? Je l'ai serrée contre moi. Non, Léa. Tu n'as pas à pardonner. Mais maman a appris quelque chose d'important. Quoi? Que la famille, ce n'est pas le sang. La famille, ce sont les gens qui choisissent de s'aimer chaque jour. Papa, Sarah, le docteur. Ils nous ont choisis. C'est ça notre famille. Les yeux de Léa se sont illuminés. Alors je te choisis aussi, maman. J'ai essuyé mes larmes. Je te choisis aussi. Pour toujours. Le lendemain matin, je suis entrée dans les bureaux de l'ASE. 6 mois plus tôt, j'avais décidé de reprendre mon ancien métier d'assistante sociale. L'affaire de Léa m'avait redonné ma vocation. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert un nouveau dossier. Suspicion de maltraitance, fillette de 5 ans. J'ai pris une grande inspiration. J'étais prête. Élodie avait choisi la haine, moi j'avais choisi d'avancer, de guérir et de protéger d'autres enfants. Nous avions survécu, et maintenant, nous vivions vraiment. C'est ainsi qu'agit une vraie famille. Voilà à quoi ressemble l'amour véritable. J'ai ouvert le dossier et j'ai commencé mon enquête. Le nom inscrit sur la chemise cartonnée était Manon, 6 ans. En parcourant les premières lignes du rapport absentéisme scolaire répété, comportement craintif, ecchymose inexpliquée, j'ai senti cette vieille colère familière remonter en moi. Mais cette fois, elle n'était pas accompagnée de peur ou d'impuissance. Elle était le carburant qui allait me permettre de me battre. Je n'étais plus seulement une professeure de musique, ni juste une victime. J'étais devenue une protectrice. J'avais l'expérience, l'instinct, surtout, la volonté farouche de ne plus jamais laisser un enfant souffrir dans l'ombre. Je me suis levée, j'ai attrapé mon manteau et mes clés de voiture. Manon avait besoin de quelqu'un qui sache regarder au-delà des apparences,
quelqu'un qui comprenne que les monstres se cachent parfois derrière les sourires les plus proches. J'étais cette personne. Le soir même, en rentrant à la maison, une odeur sucrée m'a accueilli. Dans la cuisine, Julien et Léa étaient en pleine bataille de farine. Des crêpes s'empilaient de manière chancelante sur une assiette. Maman! Regarde! J'ai réussi à la faire sauter toute seule. A crié Léa, le nez poudré de blanc, ses yeux pétillants de joie. Julien m'a lancé un sourire complice par-dessus l'épaule de notre fille. On t'a gardé les meilleurs, a-t-il dit. J'ai posé mon sac et je les ai observés un instant. Le passé avait laissé des cicatrices, c'est certain. Elles ne disparaîtraient jamais totalement. Mais ces cicatrices n'étaient plus des blessures ouvertes, elles étaient la preuve que nous avions survécu, que nous étions résilients. J'ai traversé la cuisine, j'ai embrassé le front de ma fille et j'ai rejoint les rires. J'avais choisi d'avancer. J'avais choisi l'amour. Et c'était la meilleure décision de ma vie. C'est exactement ce que fait une vraie famille. C'est à cela que ressemble l'amour véritable. J'ai ouvert le dossier posé sur mon bureau et j'ai commencé mon travail.